87% des Français estiment que l'argent public est mal utilisé aujourd'hui. 66% déclarent voir se dégrader les services publics. Et il est difficile de ne pas être d'accord avec ce constat. On sait que les compétences scolaires chutent comme en attestent les statistiques PISA, que notre système légal n'est jugé que 22e au classement World Justice Project et que nous ne justifions que d'une modeste 20e place au classement Legatum sur les systèmes de santé. Pas si mal, me diriez-vous, mais 20e alors que nous sommes le 4e pays le plus dépensier en points de PIB sur le secteur de la santé, ce n'est vraiment pas une franche réussite. Nous en arrivons au cœur du problème. La taxation est monumentale dans notre chère France. Et pour autant, nous en sommes toujours à produire la médiocrité plutôt qu'à viser l'excellence sur toutes nos institutions. Ce n'est pas faute de dépenser, puisque 31,4% de notre PIB est dédié au système social. Quasiment un tiers à de l'aide non productive. 72% des Français estiment être en ras-le-bol fiscal, alors que seulement 45% des foyers fiscaux payent l'impôt sur le revenu. Mais rendez-vous compte, 75% de cet impôt est payé par moins de 10% des Français. Les chiffres ne mentent pas. Notre système social ne peut plus s'inscrire dans ce monde moderne. Alors simple ajustement ou réforme en profondeur d'un système obsolète ? Hommes et femmes se sont battus pour les droits des Français. D'Ambroise Croizat et Pierre Laroque, les créateurs de la sécurité sociale, en passant par François Mitterrand ou encore Jean Jaurès, notre système social évolue depuis sa création. La dernière grande mesure sociale date de plus de 26 ans. Problème, on a changé d'époque. Les dépenses sociales ont fortement augmenté au fil des décennies. De 1960 à aujourd'hui, les dépenses sociales ont été multipliées par 2 et c'est le taux le plus élevé de l'OCDE. Voici la décomposition des principales dépenses. Sans grande surprise, ce sont les retraites qui constituent le premier poste de dépense devant la santé. Attardons-nous sur ce sujet polémique, les retraites. Elles ont un coût direct, les pensions de retraite. Mais n'oublions pas le coût indirect, les dépenses de santé des retraités. Le coût moyen relatif à la santé par retraité augmente. En 1990, il représente 3 500 € par an, contre 8 200 en 2024. Il a plus que doublé. Cette augmentation s'explique par plusieurs facteurs. La prévalence croissante des maladies chroniques, les traitements innovants contre les cancers, et enfin la hausse du coût de certaines matières premières. Précisons que les dépenses pour les retraités n'ont aucune vocation productive. Elles ne bénéficient donc pas à notre économie directe. Depuis 40 ans, les dépenses sociales ont été multipliées par 4,7, alors que le PIB, lui, que de 3,2. Alors, la grande transmission changera-t-elle peut-être les choses ? La disparition progressive de la génération baby-boom compte plus de 9 000 milliards d'euros. Cette somme devrait être transmise à leurs descendants d'ici 2040, soit environ 20% du PIB chaque année. Ce phénomène dépasse la France et de nombreux pays développés observent la même tendance. Alors, il faudrait revoir les choses et adopter des réformes. En attendant, 70% des Français sont contre et le pays perd un nombre incalculable de jours de PIB. Mais les faits sont là. L'allongement de l'espérance de vie est réel. La situation démographique d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 1945. D'après l'INSEE, l'espérance de vie pour une femme est de 86 ans et pour un homme de 80 ans. C'est 13 ans de gagné depuis 1960. Les Français se retrouvent donc à payer plus longtemps pour plus de personnes, mais avec moins d'actifs. Le principal problème, c'est la vitesse d'accélération des dépenses. Elles ont été multipliées par 10 en 45 ans, alors que la croissance économique n'a augmenté que d'environ 2% par an. L'équation est simple, on dépense beaucoup plus vite que notre richesse n'augmente. Beaucoup de gouvernements ont fait du clientélisme électoral en ne s'attaquant pas aux réformes. Alors que l'on aurait pu faire ça en douceur sur ces 30 dernières années. Quelques tentatives timides ont vu le jour, mais même lorsque celles-ci prennent au niveau légal, elles ne sont pas appliquées. Par exemple, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, les demandeurs d'emploi devaient être sanctionnés s'ils refusaient 2 offres jugées raisonnables. Cette mesure a bel et bien été adoptée par France Travail, pourtant aucune sanction n'est appliquée. Alors oui, la France peut être fière de son système social, mais le vieillissement de la population, l'espérance de vie qui augmente et l'augmentation des dépenses mettent ce système sous pression. Nous sommes à la croisée des chemins, entre rester épidermique au mot réforme ou entrer dans un scénario catastrophique. Vous vous rappelez le film Soleil Vert ? Peut-être pas. Cette œuvre des années 70 illustre un monde futuriste où les personnes âgées sont transformées en barres énergétiques. Bien sûr, nous espérons ne jamais en arriver là. Toutefois, tout le débat autour du suicide assisté ne vous fait-il pas penser à ça ? Nous avons imaginé pour vous le scénario catastrophe qui risque d'arriver si aujourd'hui rien n'est fait. La dette publique, c'est 3 400 milliards d'euros, soit 115,6% du PIB. L'estimation est de 120% du PIB d'ici 2030 si nous n'agissons pas dès à présent. Le déficit ne cesse de s'accroître lui aussi, avec 170 milliards d'euros en 2024, soit 5,8% du PIB. Les prévisions sont à 220 milliards d'euros en 2035, bien au-dessus des 3% du PIB imposés par les règles européennes. Les Français sont-ils vraiment conscients des conséquences réelles de l'effondrement de notre système social ? Si cela se produit, les premiers postes à être touchés seraient la santé, autrement dit, fin du tiers payant généralisé. Vous devrez payer intégralement tous les frais médicaux. Ceux qui peuvent payer sont soignés, les autres attendent.
Le second poste, les retraites. Une baisse brutale des pensions, 10, 20, 30% du jour au lendemain. Et si vous pensez que j'exagère, ce scénario, la Grèce, l'Espagne et l'Italie l'ont vécu il y a à peine 10 ans. En Grèce, lors de la crise de 2010, les salaires réels ont chuté de 30% et le chômage a explosé à 28%. En Espagne, l'effondrement a créé une génération perdue. En 2012, plus d'un jeune sur deux était au chômage. Des familles entières ont dû vivre sur la retraite grandement diminuée des grands-parents car il n'y avait plus de travail. L'âge de la retraite a été repoussé, les dépenses de santé et d'éducation ont été réduites drastiquement pour sauver la situation. Et enfin, notre troisième poste, le chômage. Baisse des allocations et donc pauvreté accrue de tous les chômeurs. La chute de notre système social mènerait à une crise totale. Le niveau de vie se dégraderait fortement pour tous les Français. Les courses doubleraient de prix, une peur du chômage, des foyers transgénérationnels et plus d'accès aux soins pour les personnes les plus démunies. Ce scénario implique d'agir vite, des compromis doivent être faits et tout le monde doit participer. Quelques exemples au cœur des débats. Réduire les dépenses, augmenter les cotisations ou encore reculer l'âge de départ à la retraite. Des arbitrages doivent être faits et nous devrons en assumer les conséquences. Mais alors, pouvons-nous nous en sortir ? Quand le réservoir est vide, il est vide. Mais il semblerait que nos énarques ne soient formés qu'à la créativité fiscale. Et puis pour parler d'un sujet qui revient systématiquement sur la table, le train de vie de nos élus. Mais soyons clairs et honnêtes, cela ne représente qu'une goutte d'eau. Ce sont quelques millions d'euros face à un déficit qui se compte en centaines de milliards. Cette demande populaire est insignifiante budgétairement, mais forte d'exemplarité. L'austérité et les taxes ne sont pas la seule issue. Il existe une autre voie, plus ambitieuse mais plus risquée, la croissance. Mais comment créer de la valeur dans une France désindustrialisée et concurrencée de toutes parts ? Le plan est simple, la taxation étant inclue dans le calcul du PIB, il faut différencier les formes qu'elle peut prendre. 1. Accroître le PIB. 2. Accroître la taxation par l'État. 3. Faire des économies. Plusieurs mesures sont proposées par différents partis en France. 4 grandes stratégies se dégagent. Celle de l'offre et de l'innovation, celle de la demande et de la relance keynésienne, celle du pouvoir d'achat et du localisme, et enfin, celle de la compétitivité. Sur le papier, c'est le scénario idéal. Mais ces stratégies demandent de l'investissement et donc de la dette. C'est un pari sur l'avenir, on s'endette aujourd'hui pour espérer être plus riche demain. Passons maintenant aux pistes de résolution. Du côté des recettes, hausse ciblée des cotisations. Selon l'OFCE, établir une hausse de 1 point sur les hauts revenus permettrait une collecte de 15 milliards d'euros par an. On pourrait aussi réduire les niches sociales. Selon la Cour des comptes, supprimer les exonérations inefficaces pourrait rapporter 8 milliards d'euros par an. Du côté des dépenses, maîtrise des dépenses de santé. Franchise annuelle de 200 € et non-remboursement des médicaments à faible efficacité. 18 milliards d'euros économisés par an. Par exemple, la Suède a instauré un ticket modérateur à 150 € par an, réduisant de 12% les consultations inutiles. Ensuite, réforme du chômage, dégressivité des allocations, contrôle renforcé, formation obligatoire, 12 milliards d'économisés par an. Par exemple, le Danemark a divisé par 2 son taux de chômage en 10 ans avec une réforme similaire. Et enfin, le colosse, la réforme des retraites. Relèvement de l'âge légal à 65 ans, renforcement des décotes, 25 milliards d'euros par an d'ici 2030. Par exemple, l'Allemagne a relevé l'âge légal à 67 ans en 2012, l'Italie en 2011. Le résultat est clair, équilibre des systèmes de retraite dans ces pays. Mais sans réforme, les pensions baisseront mécaniquement de 20% d'ici 2035. Ces solutions soulèvent une question importante. Taxer plus, est-ce vraiment la solution ? La France détient déjà le titre de championne de la pression fiscale au sein de l'OCDE. Illustrons ce phénomène. En 2022, le gouvernement norvégien a augmenté de 0,1% son taux d'ISF sur les patrimoines les plus aisés. Cette augmentation a provoqué une exode de 20 milliardaires norvégiens. C'est un manque à gagner de 24 millions d'euros pour l'État. Vous retrouverez l'explication de cette histoire dans une autre de nos vidéos dont le lien est en description. En France, l'État préfère taxer les contribuables plutôt que d'instaurer une réelle politique de croissance. Un problème se pose. L'absence d'uniformité fiscale avec les autres pays européens motive l'exil fiscal. Mais alors pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir alors que nous avons soi-disant l'un des meilleurs systèmes du monde ? Cela impliquerait-il que les systèmes de nos voisins seraient antisociaux ? Après avoir analysé le système social français, il est intéressant de le mettre en perspective avec d'autres systèmes. Regardons l'Allemagne et sa rigueur budgétaire, l'excellence de la Suède et l'équilibre parfait des Pays-Bas. Rappelons-le encore une fois, l'Allemagne s'est concentrée sur 3 piliers, la retraite, le chômage et la santé. Pour les retraites, en plus de la hausse de l'âge légal à 67 ans, 30% repose sur la capitalisation. Concernant le chômage, l'Allemagne applique des allocations dégressives, moins 10% tous les 6 mois. Le système de santé allemand allie accessibilité et contrôle des coûts. Ticket modérateur de 10 €, générique privilégié et encore, hôpitaux publics gérés comme des entreprises. Moins 15% de coûts par habitant comparé à la France. Revers de la médaille, protection sociale diminuée et réduction des droits des salariés. Les Allemands cumulaient plusieurs emplois pour maintenir un niveau de vie décent. Malgré l'image qui renvoie, la croissance allemande a parfois été faible, voire même négative. Sans oublier que l'Allemagne a largement bénéficié de la dynamique économique européenne portée par la France.
Mais alors, pourquoi ne faisons-nous pas comme eux? Cela impliquerait des sacrifices individuels et des efforts nationaux. Intéressons-nous maintenant à la Suède, où le système social repose sur flexibilité et solidarité. Avec une population d'environ 10 millions d'habitants, toute comparaison doit être faite avec du recul. La Suède a expérimenté des solutions innovantes et durables. Retraite par capitalisation mixte et âge flexible. Santé digitalisée et intelligente, réduisant le coût de 20% par rapport à la France. Et pour finir, le chômage actif et responsabilisant. Peut-on transposer le modèle suédois en France avec ses 68 millions d'habitants et ses infrastructures actuelles? Probablement pas, parce que le succès suédois s'appuie sur le principe de la performance moyenne par la masse. Un système collectif fonctionne mieux quand il s'appuie sur un nombre limité d'individus. Le dernier modèle, les Pays-Bas, un modèle plus pragmatique et potentiellement plus adaptable à la France. Ce système combine efficacité, sécurité sociale et responsabilité individuelle. Il n'y a pas de secret, les fondamentaux sont toujours les mêmes. Pour les Néerlandais, c'est retraite privée obligatoire, santé privée régulée, flexi-sécurité de l'emploi. Il est donc possible de combiner performance économique et protection sociale. Il constitue une référence réaliste pour envisager une réforme sociale en France. Si aucune réforme n'est engagée, la dette atteindra 4 500 milliards d'euros en 2040. Il faudra un salaire entier pour couvrir une seule pension de retraite. Vous vous voyez travailler pour simplement payer un loyer et de la nourriture? Le drame n'est pas d'en arriver là, mais il est de ne pas agir avant que d'autres le fassent à notre place. Regardez, en Espagne, en Italie ou encore en Grèce, les systèmes de protection n'ont pas volé en éclats par leur propre volonté, mais simplement parce que la situation financière les a obligés. Ils ont dû abandonner les minima sociaux ou encore les petites lignes du Code du travail. Lorsque l'on n'a plus d'argent et que l'emprunt ne peut plus être couvert, c'est l'acceptation de la ruine ou la réforme forcée. Mais nous avons encore des ressources. Des fleurons industriels, des technologies de pointe, la dissuasion nucléaire, la plus forte démographie de l'Union européenne. Même avec un genou à terre, notre pays a su se relever de crises majeures. C'est la fin de cette vidéo et surtout, n'oubliez pas, faites respirer votre patrimoine.